Merci beaucoup. Merci d'autant plus, c'est vrai que c'est assez rare d'être invité dans le cadre universitaire. Le fait qu'on soit aussi nombreux aussi en tant que créateur du sexe à la tribune, c'est vrai que c'est assez rare, donc je vous en remercie d'autant plus. Alors, donc en tant que travailleur du sexe et syndicaliste, il est un peu énervant de constater que l'histoire du mouvement des travailleurs du sexe, écriture inclusive, est oubliée, voire effacée. C'est aussi un énervement de devoir admettre qu'on a soi-même longtemps cru, en partie dans la narration de l'incapacité politique et culturelle de sa propre communauté, parce qu'on a été marqué par certaines lectures parlant de mouvements improbables et de dépendance aux alliés. S'il y en a qui ont les références, ils doivent deviner de quel livre je parle en particulier. Il a fallu que je me rende à Genève, à l'invitation de collègues suisses qui ont conservé les archives de Griselédis Réal. Donc Griselédis qui était une des pionnières du mouvement qui résidait à Paris en 1975 et jusqu'à son retour à Genève en 1977, pour reconsidérer ses vieilles croyances. Toute sa vie, Griselédis a passé son temps à conserver et photocopier les articles de presse, les courriers, les communiqués, les correspondances entre activistes qui n'avaient pas Internet à l'époque pour s'organiser en temps réel. Plein de documents sont disponibles en français et d'autres langues européennes, car elle parlait couramment français, anglais, allemand, espagnol et je crois un peu d'italien. Puisque bon, elle est suisse, donc évidemment les Suisses sont très doués en langue. Alors, en quelques instants, j'ai découvert comme un mensonge que j'ai cru pendant presque 20 ans, à savoir qu'après 1975 et l'occupation des églises, il n'y avait rien eu. Qu'entre 1975 et 1990, c'est-à-dire la création du bus des femmes à Paris, il n'y avait rien eu. Dans les cartons du centre Griselédis Réal, il y a toute une histoire de collectifs, de procès, de batailles judiciaires, d'interpellations aux différents gouvernements, mairies, de manifestations. Tout le travail militant fait aujourd'hui était déjà fait pendant cette période où officiellement j'avais appris qu'il n'y avait rien eu, parce que, soi-disant, les leaders de 1975 avaient profité de leur mobilisation pour prendre conscience d'une condition de prostituée peu enviable et finalement changer de vie grâce à un processus de conscientisation et d'émancipation. Tout ça est bien entendu du bullshit putophobe, car le départ de certaines leaders comme Hulin, et on va y venir, du mouvement français apparaît davantage à la lecture des documents comme le résultat d'un conflit avec les autres leaders des différents collectifs de prostituées, notamment ceux de Marseille et de Paris. Donc davantage à ça qu'à l'arrêt de son travail via une supposée prise de conscience révolutionnaire ou une quelconque révélation divine. De l'histoire du mouvement des prostituées en France, on ne retient généralement que l'occupation des églises partant de Lyon le 2 juin 1975, suivie parfois du grand meeting de la Mutualité à Paris le mardi 18 novembre de la même année. Et il faut donc ensuite attendre 90 avec la création du bus des femmes à Paris pour que cette histoire reprenne officiellement. En réalité, des événements ont eu lieu avant, donc avant 75, un rassemblement en 59 à Marseille, ou un autre à Lyon en 72, qui a eu un échec, et notamment par une mauvaise couverture dans la presse locale. On pourrait aussi mentionner les révoltes de prostituées refusant d'être détenues dans le centre Saint-Lazare durant l'hiver 74-75, qui était une sorte de centre de réhabilitation pour femmes déchues, etc. Et d'autres sont peut-être encore à découvrir. La raison de cet oubli est en partie liée à l'histoire même du mouvement et aux alliances de celui-ci. En juin 1975, le mouvement des prostituées est d'abord soutenu par le mouvement d'Uni, en particulier par son antenne de Lyon, association catholique se disant abolitionniste, c'est-à-dire contre la réglementation de la prostitution, mais qui, par dérive sémantique, après la fermeture officielle des maisons closes en 1946, devient surtout pour l'abolition de la prostitution elle-même, c'est-à-dire favorable à la criminalisation de son organisation via le concept de proxénétisme, et depuis 2006, principal soutien à la pénalisation des clients en France. Les archives du mouvement de 1975 étant principalement détenues par l'UNI, et cette organisation n'ayant pas spécialement envie de reconnaître les capacités d'auto-organisation des prostituées, cette histoire n'est pas vraiment racontée. Ou alors, la version la plus communément admise est que les prostituées en lutte, dont les revendications contre la répression policière étaient légitimes, perdaient en revanche tout crédit concernant leurs revendications de « liberté » entre guillemets, car toutes étaient commandées et sous l'emprise de proxénètes. Donc, leur motif raison pour laquelle seules les paroles des prostituées filtrées et validées en amont par l'UNI, à savoir celles qui ont arrêté la prostitution et la définissent comme une violence et un esclavage, peuvent être légitimes. L'UNI étant depuis les années 60 subventionné par l'État français pour réinsérer les prostituées, il a toujours eu tout intérêt à rester le seul acteur politiquement légitime.
Cependant, grâce aux archives rassemblées par Grisel Israël à Genève tout au long de sa vie, des informations oubliées ressurgissent, et donc cet exposé cherche à combler le manque autour de cette période en s'appuyant sur de nombreux documents. Donc ceux-ci sont d'autant plus précieux qu'ils proviennent souvent des actrices des mobilisations elles-mêmes, tracts, pétitions, communiqués, correspondances, ou sont des témoignages directs en réaction à leurs actions, via des articles de presse, interviews, analyses de revues féministes. Ils permettent une nouvelle interprétation des événements et des luttes, d'autant plus nécessaire pour réparer certaines mystifications, à savoir que le mouvement des prostituées n'était pas nécessairement manipulé, entre guillemets, par les proxénètes, mais davantage par ses alliés, entre guillemets. Qui, bon, évidemment, moi, c'est pas forcément des alliés. Donc, dans une première partie, nous verrons comment les mobilisations se poursuivent après l'occupation des églises de juin 1975, et comment les prostituées tentent de structurer de manière plus indépendante leur lutte au niveau national. Seconde partie, il s'agira d'analyser les divisions entre les différents collectifs, les stratégies d'alliance et certaines recompositions du mouvement. En troisième lieu, nous étudierons les différents procès engagés par les prostituées et leurs stratégies judiciaires, donc ça je pense que ça peut vous intéresser au niveau du droit notamment. La quatrième partie porte sur les actions d'interpellation et de plaidoyer à l'égard des décideurs politiques. Et enfin, la dernière partie cherche à comprendre le contexte qui amène à l'avènement d'une nouvelle mobilisation axée sur la santé, évidemment dans le contexte de l'arrivée du sida. Alors, je fais aussi un petit point sur la terminologie. Là, j'utilise davantage le terme de prostituée que travail du sexe. Pourquoi? Parce qu'on est sur une époque où le terme travail du sexe n'est pas encore traduit en français. Donc, toutes mes sources, aucune ne parle de travail du sexe, qui commence un peu avec sex work dans le monde anglo-saxon, mais dans mon contexte à moi, je ne l'ai pas, donc je ne l'utilise pas. Ça ne veut pas dire que c'est mon terme préféré aujourd'hui, comme vous comprenez, mais j'essaye d'éviter tout anachronisme, et donc je respecte aussi la terminologie de l'époque. Voilà, alors, donc l'après Saint-Nizier, de juin 75, là je pense que tu peux commencer à montrer certaines images de 75, notamment l'occupation des églises. L'occupation de l'église de Saint-Nizier à Lyon le 2 juin 75, puis de nombreuses autres églises dans de nombreuses grandes villes de France, donc Grenoble, Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Étienne, Cannes, Paris, vous voyez, il y a plein de villes, a bien marqué la France ce printemps-là, et même au-delà, puisqu'elle est devenue une date symbolique pour l'ensemble du mouvement des travailleurs du sexe à travers le monde. Cette occupation se termina le 10 juin au petit matin par une évacuation forcée sous les coups de matraque de la police. Or, le mouvement ne s'arrête pas là. Le 1er juillet, des états généraux de la prostitution se tiennent à la Bourse du Travail de Lyon, rassemblant des prostituées de plusieurs villes de France. Et le lendemain, le 2 juillet 1975, une délégation de prostituées, avec le soutien de l'actrice Delphine Seyrig, se rend à Channona, en Auvergne, pour occuper les jardins du château du président Giscard d'Estaing, où elles organisent un pique-nique, donc sur la pelouse, etc. Le retentissement des actions des militants soutenus par des féministes et l'opinion publique, là d'ailleurs je pense que tu dois avoir les images de l'occupation du château. Alors là c'est devant la porte du château. Le retentissement des actions des militants soutenus par des féministes et l'opinion publique fut tel que le gouvernement annonça le 23 juillet, lors d'un conseil des ministres, la commande d'un rapport au magistrat Guy Pinault, chargé auprès du ministre de la Santé Simone Veil d'une mission d'étude sur les problèmes de la prostitution. Après être entretenu 3/4 d'heure, donc le 21 juillet, avec le président de la République. Cette annonce fut plutôt bien accueillie par les concernés qui eurent à cœur, durant tout l'été, de rencontrer M. Pinault afin d'être consultés pour la rédaction du fameux rapport. Donc un travail de rédaction de revendications déjà entamé au moment des occupations se poursuit afin d'influencer M. Pinault et les décideurs politiques. Ce fut également l'occasion de mieux donner la parole à chacune et de structurer un mouvement autour d'un texte commun à l'ensemble des collectifs de prostituées créés dans les grandes villes de France. Une charte composée de 30 articles fut ainsi rendue publique le 30 septembre 1975. Déclinant en 4 parties, la charte demande sous le premier intitulé « La liberté de se prostituer », entre guillemets. Le retrait de toute forme de criminalisation de la prostitution, notamment des articles empêchant son exercice en extérieur ou en intérieur, ainsi que le refus de toute réglementation coercitive qui viserait à remplacer ces interdictions, avec notamment le fameux débat sur la mise en clause qui revient sans arrêt. Elle demande ensuite l'arrêt d'une fiscalisation abusive et arbitraire, surestimant systématiquement de manière erronée les revenus des prostituées, avec des rappels sur plusieurs années, s'ajoutant aux amendes qui constituaient déjà, d'après elle, une forme de taxation. Le texte continue avec une troisième partie sur la santé sexuelle, la lutte contre les maladies dites vénériennes à l'époque, demandant l'accès à des soins gratuits et le libre choix de son médecin, tout en refusant le retour à un éventuel carnet sanitaire obligatoire contrôlé par la police, ce qui était le cas évidemment sous le régime réglementaire.
Enfin, la charte se termine par la revendication du droit à la protection sociale pour obtenir le remboursement des soins médicaux pour elles et leurs enfants à charge, rappelant que sans prestation sociale, il leur est beaucoup plus difficile d'arrêter la procession quand elles le désirent. Le 18 novembre 1975 se tient à la salle de la Mutualité à Paris les Assises nationales de la prostitution. Donc là, tu as une nouvelle image dans le PowerPoint. Sous l'égide des leaders du mouvement, dont sa figure de proue Ulla, rendu célèbre par sa participation à l'émission de télévision Les Dossiers de l'écran le 29 avril, donc même avant l'occupation de Saint-Dizier, puis lors des occupations du mois de juin, dont elle fut une des porte-paroles. L'événement attire grand monde, le Nouvel Observateur annonce la présence d'1 millier de femmes ou plus, ainsi que celle de militants gauchistes, de messieurs contemplatifs émoustillés, et de féministes un peu crispés. Donc tout ça entre guillemets, puisque je cite l'article. Le Monde... oui, ce ne sont pas mes mots. Le Monde annonce quant à lui 2000 sympathisants. Les journalistes sont aussi nombreux et n'apparaissent pas comme très respectueux, puisque les photographes ont, entre guillemets, envahi la scène et n'en décolleront plus malgré les efforts du là. L'humoriste satirique de la télé, Stéphane Collaro, se présente et entonne la chanson de la pêche au moule. Mais la plaisanterie ne semble pas appréciée par certaines prostituées venues d'assez loin pour discuter de leurs problèmes. La soirée commence enfin avec la projection du film Accatonné de Pasolini, mais celle-ci est finalement interrompue au bout de 10 minutes par des cris de la salle, de femmes qui veulent parler de leur réalité et en finir avec les représentations. Ulla invite alors chacune à témoigner de la répression policière. Les exemples se suivent sur les arrestations et incarcérations, les amendes et la fiscalité punitive. Un homme surgit sur scène et, sans parler, renverse les micros et crée la panique. Qualifié de petit fasciste, il est aussitôt frappé et griffé par les femmes et fait disparaître. Ulla reprend la parole pour calmer la salle et revenir au témoignage. Les récits reprennent donc sur les studios confisqués, les hôtels fermés, et faute d'endroits où travailler, les rafles puis la prison. En prison, on y est conduite aussi lorsqu'on ne paie pas impôts et amendes. Le collectif des femmes de Marseille invoque le cas d'une collègue incarcérée au Baumette. Face à tant d'extorsion d'argent de la part de l'État, Ulla accuse Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances, d'être un proxénète. Les prises de parole varient finalement avec des interventions de féministes et militants politiques qui, d'après les comptes rendus des journalistes, suscitent une certaine désapprobation. Les appels à une, je cite, conscientisation politique poussée, ou les allusions à, je cite, la crise globale des valeurs, contre, je cite, l'oppression capitaliste, ne convainc pas les concernés auxquels aucune réponse satisfaisante sur leurs conditions matérielles d'existence actuelles n'est apportée. À la suite des Assises nationales de la mutualité, on attend la publication du rapport Pinault, dont on espère beaucoup. Or, cette publication est constamment retardée par le gouvernement qui attend probablement de son côté une retombée du mouvement. Ces assises de la prostitution, au succès certain concernant la participation et les retombées médiatiques, semblent a posteriori en partie un échec, ou du moins une source de reproche contre Ulla, la leader nationale jusqu'alors incontestée. Son annonce d'arrêter son travail le jour même des assises et de se lancer dans l'écriture d'un livre a pu mal passer auprès de certaines consoeurs, notamment des leaders des collectifs de Paris et Marseille. Le déroulé des faits pendant la rencontre suscite des critiques et des assises régionales de la prostitution ont lieu à Marseille moins d'un mois après le 11 décembre. Là, tu as aussi derrière des images de Marseille. Celle-ci se démarque volontiers des Assises nationales de Paris, puisque Carole, leader du collectif marseillais, déclare au journal Le Monde « Nous ne sommes pas là pour organiser une soirée de gala. » On peut y lire à Marseille « Pas de pêche aux moules, ni de folklore. » Carole et Sandra, les deux leaders de Marseille, annoncent la création d'un syndicat et appellent à la réouverture des hôtels, ainsi qu'à une imposition fiscale juste et l'adoption d'une réglementation de principe qui leur garantisse des conditions humaines d'existence. Alors, cependant, leurs assises régionales sont à leur tour critiquées par le collectif des prostituées de Paris, qui publie une tribune dans Libération le 15 décembre avec pour titre « Pas de récupération ». Le collectif parisien reproche aux Marseillaises leur contre-meeting et leur détachement du collectif national des prostituées de France, et pointait également la présence de personnalités locales d'extrême droite, ainsi que celle d'un représentant des hôteliers et commerçants agissant comme intermédiaires dans le travail sexuel. Le texte affirme en opposition très clairement, donc je cite, « Notre émancipation passe par la suppression de ces intermédiaires, éliminons les maillons de la chaîne d'exploitation de notre corps. » À la suite de ces événements, les actions du mouvement des prostituées ne semblent plus coordonnées au niveau national et chacun des collectifs locaux d'agir séparément.
L'année 75 s'achève avec une dernière action du collectif des prostituées de Paris qui envoie une plateforme de 10 revendications au préfet de Paris par la voix de leur avocat. Cette plateforme insiste sur l'abolition des PV et la reconnaissance du droit à la location, que ce soit en hôtel, studio ou en voiture. Elle demande aussi le droit à la sécurité sociale et l'obligation pour les tenanciers de bar de déclarer les entraîneuses à la sécurité sociale. Elle propose enfin la reconversion des hôtels de passe douteux en foyers d'accueil pour les prostituées homosexuelles et travestis désirant arrêter leur travail, ainsi que pour les anciens prisonniers à la recherche de travail. En décembre 1975 ou début janvier 1976 selon les sources, le rapport Pinault est remis discrètement au gouvernement, puis est évoqué lors d'un conseil des ministres du 28 janvier. Mais l'étude de ce rapport par le gouvernement est remise à plus tard car celui-ci serait jugé trop libéral, puisqu'il reprend la plupart des revendications des prostituées. Il est en réalité enterré, et le mouvement des prostituées est depuis cette époque quasiment ignoré par l'ensemble d'une classe politique manifestement embarrassée. Comment expliquer ce refus gouvernemental? Dès l'occupation des églises en juin, il était évident que ni la ministre de la Santé Simone Veil, devenue icône pour avoir fait décriminaliser l'avortement en janvier 1975, ni François Giroud, ministre de la Condition féminine, ne voulaient défendre les prostituées, se déclarant incompétente sur le sujet. Cette dernière va même prétendre que la prostitution est un phénomène masculin, donc citation, refusant d'aborder la question qui reste donc sous le contrôle des hommes, ministres de l'Intérieur et des Finances. Les divisions au sein du mouvement et la diminution du nombre des actions publiques pourraient expliquer la plus grande facilité du gouvernement à enterrer la question et son refus d'y apporter une quelconque solution. Une autre hypothèse est la perte de certains soutiens politiques, voire l'accroissement d'une opposition discrète sur le plan médiatique, mais bien active en coulisses. Le sociologue et chercheur du CNRS, Lilian Mathieu, pointe par exemple que le mouvement du Nid, soutien crucial du mouvement des prostituées lyonnaises en juin 1975, au moment de l'occupation de l'église Saint-Dizier, notamment grâce à l'appui logistique des prêtres Louis Blanc et Christian Delorme, devient, je cite, de plus en plus critique aux revendications des prostituées. Tout comme les organisations catholiques œuvrant pour la réinsertion des prostituées, certaines féministes sont elles aussi de plus en plus mal à l'aise face à un mouvement qui ne cherche pas à s'extraire de sa condition de prostituée, mais simplement à ce que l'on les laisse travailler tranquilles, sans criminalisation, fiscalité prohibitive ou contrôle social coercitif. Un possible sabotage des revendications du mouvement par ses supposés alliés de départ est ainsi corroboré par Maude Marin, prostituée au moment des faits, et qui se livre 15 ans plus tard dans une interview au magazine Guépier. Elle déclare au journaliste Pablo Ruiz « Monsieur Pinault avait établi un très bon rapport, seulement les lobbies confessionnels l'ont empêché d'agir, citant le Nid ou des équipes d'action confessionnelle. » Lilian Mathieu précise qu'en juin 1975, le prêtre Christian Delorme écrivait les tracts des prostituées occupant les églises et qu'il avait convaincu celle-ci du retrait de la revendication d'obtention d'un statut professionnel dès les premières réunions avec le collectif lyonnais. Donc avant même l'occupation de Saint-Dizier en juin 1975. Ah oui, non, pardon, les réunions avaient lieu en avril 1975. Sa recherche montre via un entretien avec ce dernier que Delorme n'avait pas le soutien entier du mouvement d'Uni national, qui craignait que l'auto-organisation des prostituées conduirait à, je cite, reconnaître l'existence et la légitimité du métier de prostituée. On peut donc penser que la nationalisation du mouvement a représenté une perte de contrôle de la part du NIC via son antenne lyonnaise, et que la publication d'une charte en septembre 1975 affirmant la liberté de se prostituer, explicitant des demandes d'inscription à la sécurité sociale, de décriminalisation des hôtels de passe ou de partager un appartement, n'était pas admissible pour ceux qui voulaient les décourager à continuer leur travail pour les réinsérer. Le mouvement est également victime d'une campagne de diffamation selon laquelle il serait sous l'emprise de proxénètes. Donc c'est pas nouveau, hein, dès le début du mouvement on a ça. Cette accusation est constante et on retrouve ce soupçon y compris entre les militantes prostituées elles-mêmes, comme on l'a vu avec la tribune du collectif parisien contre les assises régionales tenues à Marseille. Cette question taraude depuis toujours les militants et les chercheurs qui s'interrogent sur son degré de vérité, et elle a permis d'accuser pour toujours et à chaque nouvelle mobilisation jusqu'à aujourd'hui la légitimité et la sincérité des prises de parole individuelles au collectif des concernés. Cela a permis aux organisations chrétiennes de réinsertion des prostituées de se poser en seuls interlocuteurs et représentants légitimes auprès des pouvoirs publics, au détriment des collectifs et organisations de prostituées beaucoup plus rarement consultés. Néanmoins, avec cette question ou accusation, on omet systématiquement de définir ce qu'est le proxénétisme ou un proxénète, permettant tous les amalgames et tous les fantasmes possibles. L'élément de force et de contrainte n'est pas nécessaire pour définir l'infraction, ce qui permet de condamner toute forme d'organisation, y compris
d'auto-organisation lorsqu'on partage par exemple un lieu de travail, même sans gain financier. Il suffit donc de travailler dans un hôtel ou où on loue une chambre, d'avoir un petit ami avec qui on partage ses revenus, ou d'un propriétaire de studio qui prélève un loyer, pour désigner comme milieu des proxénètes, entre guillemets, tous ces intermédiaires qui représentent en effet à l'époque l'essentiel de cette expression. Cela ne signifie pas, à l'inverse, qu'il n'y ait jamais d'abus ou d'exploitation, ou de violence conjugale au sein du couple. Cependant, le terme proxénète permet d'exceptionnaliser la prostitution pour la condamner en tant que telle, plutôt que de trouver des solutions à ces problèmes d'exploitation ou de violence, en mobilisant des dispositifs et éléments juridiques existants, parfaitement existants dans le droit commun, comme par exemple le droit du travail. Sans illusion sur les intentions du gouvernement qui promet une étude du rapport Pineau en mars 1976, le mouvement des prostituées ouvertement divisé est en pleine recomposition. La leader et porte-parole Ulla se trouve désavouée, et la presse se fait écho de sa tentative de suicide à Albertville le 18 mars, où elle est hospitalisée plusieurs jours. Sa réinsertion ne se passe pas aussi bien que prévu, et elle subit la moquerie des passants qui la reconnaissent dans la rue. Je cite « Regarde, c'est Ulla la pute ». Le même jour, le collectif des prostituées réunis à Lyon annonce publiquement qu'Ulla, je cite, ne fait plus partie du mouvement et ne saurait parler et agir en son nom. C'est à ce moment-là que l'histoire du mouvement prostitué est censée s'arrêter. Ulla repentie, restée proche du mouvement du Nid, n'étant plus la leader. Les collectifs de prostituées continuent pourtant de se réunir, bien qu'on entende moins parler d'eux. Dans une lettre adressée à Margot St. James, leader du mouvement des prostituées aux États-Unis, la militante suisse Griselide Israël, qui réside encore à Paris, relate avec joie des réunions hebdomadaires dans les bureaux du planning familial de Paris qui sont ouvertes au public. Donc là, je vais peut-être passer au document. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Alors. Donc là, vous avez ma source, la lettre entre Griselide Israël et Margot St. James en 1976. Je reprends mon texte. Donc, les prostituées sont moins nombreuses que les soutiens, mais leur but de rédiger des fiches d'information sur les droits des prostituées, donc là encore l'aspect juridique, production d'informations juridiques, à destination de celles-ci, afin de contester les amendes et la répression policière, apparaît comme une tentative de poursuivre la lutte sous une forme moins médiatique, mais répondant plus concrètement aux besoins de la communauté. La lettre rédigée en anglais est co-signée par 5 autres prostituées françaises, à laquelle Margot St. James répond le 25 octobre 1976, qui annonce, elle, le succès du 3e Hooker Bowl en Californie, permettant de financer les activités de son organisation, donc Coyote, qui est l'organisation des travailleurs du sexe en Californie. Sa réponse évoque également la possibilité de financer une conférence internationale l'année suivante, sujet a priori discuté auparavant entre les deux femmes. Donc, à la lecture de la lettre, on comprend qu'il y a une correspondance déjà qui précède, indiquant un échange régulier. Le premier congrès mondial des putains n'aura lieu cependant qu'en 1985, mais l'idée germe déjà, on le voit dans cette correspondance de 1976. À la fin de l'année 1976, le mouvement du Nid semble n'avoir plus contact qu'avec le collectif lyonnais, qui reste officiellement domicilié dans leur antenne locale, tandis que le collectif de Paris se rapproche du planning familial et que les Marseillaises se veulent autonomes du reste de la France. Dans un entretien avec la présidente du planning familial, Simone If, Christian Delorme du mouvement du Nid reconnaît que le Nid n'a plus la primauté dans le soutien aux luttes des prostituées. Il y est écrit « Le mouvement du Nid n'a pas le monopole de la solidarité avec les femmes prostituées. En France, d'autres organisations existent qui ont des soucis communs aux nôtres et nous devons savoir nous écouter mutuellement. » Donc, troisième partie sur la stratégie judiciaire. Découragé par l'échec du mouvement de 1975, l'enterrement du rapport Pineau par le gouvernement, le départ de certaines leaders comme Ulla et la division entre les collectifs, le mouvement des prostituées apparaît comme mort. Les sources disponibles concernant les années suivantes se tarissent en effet. Les stratégies évoluent par nécessité puisque sans force collective, il devient compliqué de mener des actions fortes. Sur un article conservé et photocopié par Griselide Israël concernant une action de 1975, son écriture à la main indique, je cite, « à l'époque où on essayait de faire de l'action », avec le mot « action » souligné de sa main. Cela ne veut pas dire pour autant que le mouvement n'existe plus, puisque des collectifs continuent de se réunir et de produire de l'information juridique. Militer en tant que prostituée, c'est prendre des risques, comme le fait d'être reconnu, ciblé davantage par la répression policière ou les contrôles fiscaux abusifs. Il y a moins de leaders qui parlent à visage découvert. À quoi bon se mobiliser si après tous ces efforts, ça ne sert à rien?
La colère et la frustration sont pourtant toujours là, qui couvent, prêtes à ressurgir à tout moment. Le 4 mai 1979, le Conseil d'État reconnaît officiellement à l'administration fiscale le droit d'imposer les prostituées sous le régime des bénéfices non commerciaux des professions libérales, légitimant ainsi des pratiques longtemps dénoncées. Quelques mois plus tard, le 28 novembre 1979, Isa, dite la Suédoise, prostituée de 38 ans, exerçant à Strasbourg, porte plainte contre l'État proxénète, qui lui réclame 410 000 francs d'arriérés d'impôts, somme correspondant à environ 200 000 € en 2020, d'après un convertisseur INSEE. Elle renouvelle son geste le 11 décembre 1979, en se rendant cette fois-ci au Palais de justice de Paris, accompagnée de la célèbre Marthe Richard, qui avait milité pour la fermeture des maisons closes en 1946. Elle affirme ne pas avoir une telle somme et qu'elle se serait depuis longtemps retirée du métier si elle l'avait eu. Elle dénonce le matraquage fiscal qui amène bien souvent à se suicider, je cite. Le thème est en complète continuité avec le discours de 1975, qui dénonçait l'État proxénète, considérait que les amendes pour incitation à la débauche, racolage et autres étaient déjà une forme d'imposition à laquelle ne pouvait pas en plus s'ajouter une fiscalisation surévaluée à partir de revenus fantasmés, sans compter le surcoût des dépenses liées à l'exploitation de leur travail, dont l'accès au logement et aux abus en tout genre amplifiés par la prohibition. À travers cette action, Isa la Suédoise interroge la définition très large du proxénétisme et donne en exemple les entraves au droit à la vie privée et familiale. Je cite, « Je vois mal comment on pourrait reprocher à l'individu qui vit avec une prostituée d'être lui-même un proxénète, car il ne réclamerait certainement pas autant d'argent, dit-elle. » Elle ajoute, « L'État est un proxénète, et de taille, aucun proxénète ne se permettrait de réclamer une somme pareille à une prostituée. » Pendant son séjour à Paris, elle visite les quartiers de la rue Saint-Denis à la rencontre de collègues qui, d'après l'article de Cantor, donc Cantor, je crois que c'était dans Libération, je crois, dans Le Matin, journal suisse, lui assure leur soutien. Son action symbolique, mais retentissante, ne reste pas pour longtemps isolée. À l'automne 1979, on commence à entendre parler de proxénètes italiens à Grenoble, mis en examen. Cela succède au meurtre de Nadia Molière le 5 février 1978 par son proxénète déjà incarcéré. Mais les enquêtes permettent de faire tomber tout un groupe organisé autour d'une discothèque et d'une pizzeria. La grande nouveauté dans cette affaire est que pour la première fois, une victime se porte partie civile, puis 5 prostituées en tout. Cela en fait un événement médiatique qui pousse le planning familial à se porter également partie civile auprès des femmes victimes, accompagnées lors des audiences de quelques prostituées du mouvement. Donc c'est ce qu'on va appeler l'affaire de Grenoble, qui va être, le procès va avoir lieu en 80 jours. Mais je pense que je vais continuer là-dessus sur le... Donc, ce procès est donc en partie soutenu par le mouvement des prostituées, bien que la majorité d'entre elles reste partagée quant à celui-ci. En effet, la question du proxénétisme est toujours utilisée contre elles. Et la méfiance est réelle quant aux retombées en termes de représentation pour l'ensemble de la communauté des prostituées. La crainte est justifiée puisque dans la presse dite féminine, un article de F Magazine du numéro de mars 80 écrit au sujet du procès, je cite, « C'est la première fois en effet que la révolte d'une prostituée n'est pas téléguidée par son proxénète. Comme à Lyon en 1975, on devine toujours l'ombre des macros à côté de leur gagneuse. » Là c'est pareil, je viens peut-être montrer vite fait, je sais pas. Donc voilà, c'est cet article-là, le monde des prostituées sur F Magazine que j'ai retrouvé. Le mouvement craint les amalgames qu'il subit et ses conséquences. C'est pourquoi une conférence de presse est tenue le 13 juin dans les locaux du planning familial à Paris, en présence des leaders Carole, Jackie, Isa et Mary. C'est l'occasion d'annoncer la création d'une nouvelle association loi 1901, donnant un statut légal à une mobilisation auparavant organisée en collectif informel. Les faits sont rapportés par Libération. En illustration de l'article, on devine aussi la présence de Griselis Réal. L'article mentionne également celle de Marthe Richard et de la sénatrice Cécile Goldet, venue pour écouter. Mary, toute nouvelle présidente de l'Association des prostituées de Paris, prévient, je cite, « Grenoble est un cas marginal dans la prostitution, ils vont vouloir le monter en épingle pour éviter de poser les vrais problèmes. » Chacune tente d'expliquer ensuite les différences entre les proxénètes de Grenoble et les hommes qui partagent leur vie. Le droit à l'amour, entre guillemets, selon les mots de Carole la Marseillaise, qui pense qu'on peut se séparer d'un homme sans passer par les flics. C'est la plus critique
des lois sur le proxénétisme, puisqu'elle ajoute, je cite, « En réalité, on aboutit à ce que les prostituées soient coupées du corps social tout entier. Elles en profitent pour rappeler les arriérés d'impôts réclamés par l'État. Je cite, « On voudrait nous contraindre à la prostitution qu'on n'agirait pas autrement, dit Méry. » En note de bas de page de l'article de Libération est annoncé un comité de soutien aux prostituées de Grenoble, domicilié au planning familial, avec des coordonnées pour contribuer à un soutien financier. Les derniers jours du procès de Grenoble se tiennent à la fin du mois de juin. Méry a fait le déplacement pour y assister et est interviewée une semaine après, de nouveau par Libération. Elle s'exprime cette fois seule et peut affirmer qu'il a des effets positifs, en particulier pour bien faire comprendre la distinction entre celles qui sont sous la contrainte et celles qui sont libres, malgré les appréhensions de ses consoeurs. Elle pense aussi avoir aidé les prostituées de Grenoble, et notamment Nadia, une des plaignantes, qu'elle a rencontrée quelques mois plus tôt avec l'avocat du planning familial. Méry veille à rappeler... du coup, je pense qu'il va falloir que je coupe une des parties. Non, mais ouais. Peut-être que je vais essayer d'avancer plus vite. Donc là, il y a le procès de Grenoble. En gros, il y a toute une action autour du procès de Grenoble. Donc un soutien aux victimes. 2 ans plus tard, en printemps de 82, une nouvelle affaire de proxénétisme éclate, concernant cette fois la location d'appartements à Avignon. Donc là, il y a des articles dans la presse. Une autre affaire en octobre 83 à Marseille, où l'administrateur de l'immeuble où se trouve Carole, donc une des leaders de Marseille, est convoqué par les services de répression du proxénétisme pour lui signifier un avertissement. Donc pareil, évacuation du logement, location, etc. Donc plusieurs affaires de proxénétisme. Alors la notion de proxénétisme a toujours été un concept juridique et politique piège pour les prostituées, soupçonnées de mentir pour protéger leurs exploiteurs. Le mouvement répond à cette accusation de différentes manières. Donc on voit, en premier lieu, il affirme une liberté, une indépendance et un refus d'exploitation de la part des intermédiaires, mais se retrouve pris en défaut lorsque des cas de travail forcé et de violence sont mis en évidence, comme lors du procès de Grenoble, et présenté comme illustration d'une vérité généralisée à l'ensemble de la communauté. Une deuxième approche est d'apporter des nuances, expliquant qu'il y a différents types de proxénètes, certains acceptables, les amis de cœur, entre guillemets, donc formule de Carole, l'entourage familial, les parties tierces qui mettent à disposition un lieu pour faire des clients, et les autres, ceux qui violentent, exploitent, abusent, en général en profitant de la confusion causée par la prohibition. Donc cette deuxième voie est rendue compliquée, puisque les opposants surfent sur les préjugés, etc. On note aussi un devoir éthique et une solidarité remarquable à l'égard de ces amants interdits à travers la citation suivante, extraite d'un débat avec des étudiants. Je cite, « Dans la prostitution, il y a une loi que nous nous faisons à nous-mêmes. Si un gars tombe pour nous, c'est-à-dire si ce gars va en prison parce qu'il nous a offert une amitié ou de l'amour ou de l'affection, notre point d'honneur, c'est de l'assister en prison. Lorsqu'il ressort, qu'il est délinquant, qu'il ne retrouve pas de boulot, on continue à l'aider même s'il n'y a plus rien entre nous. Alors là, ça en fait un proxénète. » Donc ça explique aussi dans la charte de 75 pourquoi il y avait la réinsertion aussi pour les anciens détenus. Donc il y a un lien aussi sur les revendications anticarcérales de ce fait-là. Donc ça, c'était un discours tenu en 76, donc pour expliquer justement tout ça sur les proxénétismes. Bon, interpellation des politiques, du coup, je vais le passer. Non, mais c'est pas grave. Et peut-être je vais aller directement sur fin des années 80, une nouvelle mobilisation. Donc là, je saute un peu beaucoup. En 85 et 86 se tiennent les congrès mondiaux des putains à Amsterdam puis à Bruxelles. Mais Griselly Israël peine à faire venir les Françaises. Seule Constance de la rue Saint-Denis à Paris se rend au premier congrès en compagnie de sa petite chienne Robulia. Donc là, il y a toute une polémique avec la ministre de la Condition des Femmes, Yvette Roudy, et aussi le maire du 2e arrondissement de Paris, Alain Dumay, sur la question des studios rue Saint-Denis, ils font murer tous les studios pour les empêcher de travailler. Donc durant cette deuxième moitié des années 80, les premiers cas de sida apparaissent chez les prostituées, principalement usagères de drogue. Les prostituées sont rapidement désignées comme bouc émissaire, donc avec l'expression des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens, hémophiles, mais aussi un 5e H qui arrive souvent, désignant les H pour hooker, en anglais, donc les putains. Et bon, je saute jusqu'à 89. En 89, Lydia Bragiotti, prostituée à Paris, prend contact avec la sociologue Anne Coppel et d'autres chercheuses. Donc elles vont monter une action recherche santé et créer le bus des femmes. Donc j'essaie de sauter un peu tout ça. Avec donc, un fait marquant, c'est les cahiers de doléances. Donc elles vont aller dans les rues, rue Saint-Denis, pour écrire les revendications des femmes de la rue.
Et ça va être lu par le ministre de la Santé, Claude Évin, en novembre 90. Et donc il va y avoir l'inauguration du bus des femmes fin 90. Bon, ce qu'on peut dire rapidement du coup là-dessus, c'est que ça va être assez révolutionnaire quand même, parce que ça va être enfin une reconnaissance par l'État du mouvement via ce prisme SIDA, parce qu'il y a une crise sanitaire où on n'a pas de réponse du point de vue médical. Mais donc ça veut dire qu'il faut investir aussi sur la prévention, et là, les prostituées deviennent des actrices reconnues par l'État, et donc on va financer même l'association du bus des femmes, donc première subvention, etc. Et donc tout le champ de la santé communautaire va se développer dans les années 90 à la suite du bus des femmes. Donc ça c'est assez important, et ça va changer un peu aussi le paradigme, puisqu'avant c'était que la sortie de la prostitution, et donc les prostituées n'ont pas de compétences, alors que là tout d'un coup elles peuvent devenir médiatrices culturelles, travail social, et être reconnues aussi dans les compétences acquises à travers l'exercice du travail sexuel, notamment sur l'aller vers, avoir la confiance avec le public, etc. Je passe rapidement sur tout ça, et je vais aller direct sur la conclusion puisque je vois qu'il est écart. Bon, loin de ne pas exister, le mouvement des prostituées se poursuit donc dans les années 75 à 90 sous diverses formes, et obtient même quelques victoires. Et ça, je pense que c'est important à dire, parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien gagné, que rien n'a bougé, qu'on est toujours au même niveau. Les tentatives de retour d'un réglementarisme traditionnel sous la forme de maisons closes sont constamment rejetées avec succès, parce qu'il y avait plusieurs propositions à chaque fois de députés politiques. La fiscalisation abusive est combattue, et la taxe professionnelle ainsi que la TVA ne sont plus exigées. Donc ça, il y a eu une victoire contre certaines formes de fiscalisation abusive. Les peines de prison se font moins nombreuses, et un dialogue devient enfin possible avec les décideurs politiques sur les questions d'accompagnement social et de santé publique, comme on l'a dit. Le 23 juillet 92, le code pénal est réformé pour une nouvelle définition du proxénétisme, donc ça c'est en fait une grande victoire. Un de ces articles devient le fait de, je cite, « ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en vivant avec une personne qui se livre à la prostitution. Cela signifie que les prostituées obtiennent enfin le droit de vivre avec quelqu'un, à condition que cette personne génère ses propres revenus. » La loi du 22 juillet 92, entrée en vigueur le 1er mars 94, redéfinit également le racolage, qui devient une contravention de 5e classe, passible d'une simple amende, mais sans peine de prison. La notion de racolage passif est alors supprimée. Malgré des obstacles majeurs, l'isolement, le mépris, diffamation, etc., le mouvement des prostituées a donc gagné des batailles. Cette histoire mérite d'être connue et reconnue, elle mérite d'être transmise, car elle est un modèle majeur de résistance. Je m'arrête là. J'ai une question pour Thierry. Déjà, merci beaucoup parce que ça fait vraiment du bien de voir notre histoire, notre archive comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui effectivement sont occultées. Et je me demandais si, selon toi, tu envisageais ou voyais différentes stratégies pour éviter justement cet effacement de nos histoires et de nos archives, y compris dans les luttes actuelles. Enfin... À l'heure actuelle, il y a... à l'heure actuelle, on travaille sur un projet archive pute avec le collectif Archives LGBT, puisque les archives féministes veulent pas vraiment travailler avec nous, mais on travaille avec les archives LGBT. Et donc, le but, c'est effectivement de... Là, on est plutôt sur un projet de format d'interview, vidéo, d'aller chercher pas que des pionnières du mouvement, pas que des activistes, aussi peut-être d'autres paroles qui ne sont pas forcément toutes politiques, mais en tout cas d'essayer de favoriser le plus possible d'expression, une diversité aussi des visages et des expressions. Donc je pense qu'on en fera sûrement un site. Mais après, je pense que de toute façon, les archives se construisent en fait. C'est aussi ça qui est peut-être intéressant. Quand on pense l'archive, hier on a eu des historiens qui nous parlaient des archives de la police, judiciaire, etc. Bon, ça c'est très classique en fait. Hein. Moi je pense qu'il faut... Enfin, on a la chance maintenant d'avoir effectivement de l'autoproduction à travers... mais je pense qu'il faut aussi penser les archives comme quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire qu'on produit pour nous-mêmes aussi en pensant au mouvement et à la progression du mouvement avec le temps. Donc ça c'est une stratégie, je pense. Mais après je pense que c'est la diversification qui est peut-être la meilleure stratégie, parce que finalement
moi, je crois beaucoup à la stratégie du coming out, donc elle a été évoquée, mais peut-être parce que si je viens aussi de cette culture queer et tout ça, mais qui n'était pas forcément évidente dans les premiers temps du mouvement prostitué, qui est un mouvement de femmes, hein, dans les années 70, 80, et l'apparition des hommes est un peu avec le sida, mais surtout, surtout dans les années 2000, avec les putes ou d'autres, où il y a là eu un peu plus d'hommes très sexe visible, mais ouais. Mais je pense qu'après, il y a peut-être plein d'outils et de stratégies à penser. Hein. J'ai pas non plus la prétention d'avoir la solution à tout, mais en tout cas, moi, je pense à ça tout de suite, là, à cette Ok, bah, c'est super à savoir, du coup, je ne savais pas. Super. Mais de toute façon, après, je sais pas si tu es adhérente au Stras ou pas, je conseille de rejoindre un groupe, parce que c'est là où on a le plus de production collectivement, c'est là où on produit des meilleures stratégies, ouais. Je pense. Bah, je sais que, oui, je suis adhérente au Stras, du coup, mais je sais que je vois souvent des... j'ai une amie par exemple qui fait des podcasts sur Marseille, je suis allée au Snap, mais c'est souvent assez éclaté justement sur cette question-là de, je sais pas, par exemple dans 10 ans, comment les TDS du futur vont accéder à nos luttes contemporaines, c'est ça que je me demandais, mais du coup... Je pense que ce sera plus simple pour elles que pour nous. Ouais, sans doute, ouais. Il y a plus de choses qui sont pérennes et qui sont accessibles, peut-être. C'est plus un commentaire, je trouve ça vraiment fascinant que dans les demandes des TDS de Marseille, des prostituées de Marseille, il y avait une série de demandes. Enfin, j'ai vu déjà qu'il y avait déjà des scissions entre les différentes régions et les personnalités et tout ça. Et qu'une des demandes, c'était de récupérer les hôtels de passe délabrés pour en faire des maisons pour les donc là, je disais, homosexuels, transsexuels et prisonniers. Et c'est vraiment assez fort comme demande. Je pense qu'il y a des fois aussi le fait que le mouvement TDS se batte pas uniquement pour les demandes qui nous affectent directement, mais aussi pour d'autres communautés marginalisées. Et en fait, dans certains pays, les mouvements TDS étaient précurseurs d'autres mouvements. Je crois que c'est par exemple au Kyrgyzstan, où c'était d'abord les TDS qui sont organisés, qui ont soutenu le mouvement, qui ont créé un lieu pour les TDS, etc., et qui ont après soutenu le mouvement féministe, etc. Et on voit aux États-Unis, par exemple, où l'association Glitz, qui est une association de surtout femmes trans, noires, beaucoup d'entre elles sont sorties de prison, qui l'été dernier ont réussi à récolter presque 2 millions de dollars en ligne en faisant des grandes demandes de financement, juste de la communauté, pas par des financeurs extérieurs, pour acheter un building à New York pour justement permettre aux personnes trans, beaucoup de TDS, beaucoup sortir de prison pour avoir un endroit où vivre. Et donc on voit les mêmes demandes en fait, avec 40-50 ans de distance. Peut-être une petite nuance par rapport à ça. En fait, c'est dans la charte des 30 revendications, donc du coup, est nationale, hein, c'est pas que Marseille. Et quand je lis ce texte, je pense que c'est pas. Alors, je pense que tu as raison, mais je pense que c'est pas uniquement par rapport aux autres communautés. C'est aussi parce qu'à l'époque, prostituée était compris vraiment comme femme, et du coup, je pense qu'en disant travesti homosexuel, elle pense aussi. Du coup, à la prostitution masculine et trans. Enfin, à l'époque, on ne disait pas trans, mais et prisonniers, enfin détenus, je pense qu'elles pensent en fait à leurs mecs qui sont en prison pour proxénétisme. Donc c'est pas complètement éloigné de la communauté, même si ça peut apparaître comme